Bien, merci, Monsieur le Sénateur, de m'avoir sollicité pour présenter cet après-midi, mesdames et messieurs, je suis ravi, très honoré, quelques réflexions sur la relation entre la Chine, alors bien évidemment la Chine populaire, entre Pékin et le Cambodge. Alors, quelques précisions avant de vous passer mes quelques réflexions et quelques analyses. Je suis, moi, plutôt spécialiste de la Chine contemporaine, connaissant plutôt bien, mais jamais assez suffisamment, l'Asie dans son ensemble, plutôt connaissant effectivement de la Chine populaire, et notamment de sa politique étrangère, en particulier dans son environnement régional, à savoir ce que le régime développe depuis l'implosion de l'Union soviétique, la progressive internationalisation de la Chine, sa modernisation, sa montée en puissance, années 90 à aujourd'hui, sa diplomatie du bon voisinage, ce qu'ils appellent la diplomatie du voisinage ou du bon voisinage, dans lequel, bien sûr, dans laquelle, plus exactement, figure, avec une place singulière, et je vais essayer d'en faire la démonstration, le Cambodge, dans une position qui, du point de vue de Pékin, semble stratégique en Asie du Sud-Est. Alors, j'ai intitulé, à la suite de la préparation du colloque avec André Gatolin, qui a disparu, mais il va revenir, relations sino-cambodgiennes, vassalisation et stratégie. Je vous proposerai 3 temps de réflexion. En premier lieu, je crois qu'il faut commencer par ce qui est essentiel, évident, mais important de rappeler qu'on est sur des relations qui sont très asymétriques au regard du poids de la Chine, au regard de ce que représente le Cambodge, asymétriques à peu près à tous les niveaux, à tous les points de vue, tous les paramètres d'analyse en matière de relations internationales, en matière de relations diplomatiques. Deuxième sujet, c'est prendre la mesure de l'importance de la pénétration et du poids économique, mais pas uniquement chinois, et qui va croissant au Cambodge. Et quelque part, le sénateur Gatolin le rappelait, et vous le rappeliez dans votre exposé, on a sur les 15 ou 20 dernières années une montée en puissance sans précédent, j'insiste bien sans précédent, même s'il y a une histoire là aussi très longue entre la Chine et le Cambodge, avec des allers-retours pendant la guerre froide et depuis 1991. On est là sans précédent depuis 15 ans, 20 ans, sur une montée en puissance de la démographie chinoise, je vais revenir en détail tout à l'heure, au Cambodge, mais également en matière économique et stratégique, voire sécuritaire. On parlait tout à l'heure des liens institutionnels qu'il peut y avoir tout autour de Hun Sen, tout autour du pouvoir et d'un certain nombre de personnes, de personnalités qui se partagent le pouvoir. Et enfin, troisième et dernier point, c'est fondamentalement voir en quoi le Cambodge représente un enjeu stratégique plus largement dans une politique régionale chinoise de l'Asie du Sud-Est, a priori plutôt de l'Asie du Sud-Est continentale. Donc voici ces 3 grands points que je vais vous présenter. On a le temps, une bonne demi-heure. J'ai prévu de vous montrer quelques cartes et quelques graphes. Non, c'est dans ce sens. Voilà. Bien, donc premier sujet de réflexion, les questions des relations, on peut le mettre au singulier, des relations là au pluriel, asymétriques entre l'Empire, ou si je puis dire, le comportement post-impérial, et non pas d'un État-nation moderne construit chinois, en direction d'une périphérie vassalisée, à savoir dans laquelle on retrouve bien évidemment la géographie, le politique au Cambodge, sa dimension économique, sa dimension démographique, sa dimension culturelle, voire ethno-culturelle. Donc relation asymétrique, l'Empire et le vassal. Très très brièvement, même si cette diapositive a pratiquement l'importance de l'ensemble du propos, je crois qu'il est bon de bien voir en premier lieu que l'on a le résultat d'aujourd'hui, relation très disproportionnée entre la force et la capacité industrielle, commerciale chinoise en direction de l'Asie du Sud-Est. Le sénateur Gatolin rappelait tout à l'heure les connexions de l'Union européenne, en tout cas de la France, de vouloir plus prendre attache en Asie du Sud-Est, mais il faut bien voir que la croissance aujourd'hui économique de l'Asie du Sud-Est est très largement le fait d'une économie chinoise qui se délocalise depuis la crise de subprime 2008, 9, 10, à savoir
d'investissements chinois, d'entrepreneurs chinois de province, para-étatiques, semi-étatiques, etc., qui prennent pied, pour différentes raisons, on pourrait y revenir, en Asie du Sud-Est, en particulier au Cambodge, mais pas uniquement, globalement dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, mais en particulier au Cambodge. Donc on est sur ce résultat-là, dans la trajectoire de ce que j'évoquais, de la périphérie chinoise et d'une politique dite de bon voisinage, en chinois, zhoubianzhengse, c'est-à-dire une diplomatie où la Chine cherche à reprendre pied avec l'ensemble des territoires, qu'ils soient maritimes ou continentaux, frontaliers. Alors, exception du Cambodge, puisqu'il n'a pas de continuité transfrontalière sino-cambodgienne, à la différence du Laos, à la différence où les relations sont particulièrement intenses également, à la différence du Vietnam, etc. Mais du point de vue chinois, c'est dans un périmètre qui fait partie de ce fameux bon voisinage, qui fait partie de son environnement régional. Et qui dit bon voisinage, environnement régional, dit priorité diplomatique, stratégique, commerciale, économique du régime chinois. À savoir qu'il va falloir que l'on ait, nous, régime communiste, mettre pas tous nos œufs dans le même panier, mais en tout cas beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements diplomatiques, politiques, donc sécuritaires, policiers, technologiques, commerciaux, etc., tout l'ensemble du spectre des relations en Asie et en particulier en Asie du Sud-Est. Deuxième point assez clé, me semble-t-il, qui est en filigrane de l'ensemble de ma présentation, c'est la logique d'asymétrie et de sinisation. On ne peut pas comprendre l'actualité, si je puis dire, l'intensité des relations sino-cambodgiennes sans resituer le jeu et l'instrumentalisation de l'asymétrie par la Chine avec un pays tiers. En l'occurrence, c'est un cas exemplaire éloquent pour le Cambodge. Il en va de même pour le Laos, il en va de même pour la Birmanie, quelque part pour l'ensemble des pays de la mosaïque Asie du Sud-Est, quelque part de l'ensemble des pays des relations de la Chine, excepté peut-être l'Inde, du point de vue de sa force démographique, c'est peut-être le Japon, lapsus, les États-Unis. Le reste étant dans une relation quasi asymétrique systématique au profit des intérêts chinois. Et la logique derrière, comme on est dans un environnement régional chinois, sinisé, confucéen, eh bien c'est aujourd'hui de lui donner une couleur chinoise, mais je vous ai vu, j'ai ajouté PCC, c'est non pas chinoise l'alternative de l'autre Chine, à savoir de l'autre côté du détroit taïwanais, ou dans le temps long de l'acception de différents modèles de Chine confucienne, mais c'est une Chine communiste, à savoir de répandre, de diffuser, d'étendre l'ensemble de la vision stratégique chinoise au monde, en priorité à sa région asiatique, mais également de ses standards, mais également de ses valeurs, également de ses normes. Gardez bien ça en mémoire, on va pouvoir le reprendre par la suite. Alors, deuxième élément que j'ai inscrit sur la slide, bien évidemment des relations anciennes, des relations qui sont le fruit de plusieurs vagues de migration, de plusieurs strates de diaspora, essentiellement des populations de Chine du Sud, plutôt des populations cantonaises qui ont progressivement peuplé en partie l'Asie du Sud-Est et également précisément le Cambodge, avec différentes dénominations que j'ai remis sur les slides. Bien évidemment, le brassage, si je puis dire, ethno-linguistique sino-khmer, et puis, depuis quelques années, au regard de l'intensité des relations économiques et diplomatiques, toutes les populations Huai Huachao, c'est-à-dire des Chinois dits d'outre-mer, ou Xin Yimin, c'est-à-dire des nouveaux migrants chinois, avec lesquels le régime doit renouer, ou en tout cas avec lesquels le régime doit entretenir une relation particulière, et ça va être particulièrement vrai dans un certain nombre de secteurs économiques au Cambodge, voire dans l'administration, tout autour de Hun Sen, voire dans les milieux policiers, voire dans les milieux sécuritaires, voire dans les milieux gris, illicites, illégaux, etc. etc. Et si tu me permets cet insert, c'est la même chose qu'on vit avec la diaspora chinoise très ancienne en Polynésie. Aujourd'hui, l'ouverture, de longue date d'un institut Confucius et la volonté de re-siniser des gens qui étaient là depuis plus d'un siècle et qui avaient une vie pratiquement autonome par rapport à la Chine, et illustre ça, y compris sur un territoire français. Français, voilà, et qui pose la question de alors là, en géographe, de la continuité ou de la discontinuité géographique. Parce que Tahiti, Polynésie, au milieu de l'océan, donc extrêmement loin, mais on fait fi effectivement de la question de la rupture géographique ou de la rupture de la discontinuité géographique
pour renouer avec, si je puis dire, non pas des auréoles radioconcentriques, comme là c'est le cas en Asie du Sud-Est, mais avec une logique réticulaire, en réseau, c'est-à-dire un réseau de diaspora. Et en cela, la diaspora constitue pour le régime, à travers un certain nombre d'instruments et d'organismes, dont le Front Uni, je vais en reparler tout à l'heure, qui est une sorte d'agence de renseignement et d'action à la fois clandestine et non clandestine, pour rallier à sa cause l'ensemble des populations favorables au régime, favorables à la Chine communiste, qu'elles soient avec une ascendance chinoise ou non, et dans un deuxième temps, rallier à sa cause des personnalités qui seront qualifiées d'amis dans la logique d'entretenir une amitié sino-quelque chose, sino-tiers, là en l'occurrence sino-cambodgienne. On a le même sujet, le sénateur Gatolin le rappelait, sino-Tahiti, enfin sino-française, à travers différents types de diaspora. Et l'autre aspect du Front Uni, c'est aussi de neutraliser des forces opposées par différents moyens. Alors neutraliser au Novichok, pas encore, quoique, mais en tout cas de compromettre, de neutraliser, de chercher à réduire l'influence qui est perçue comme étant un poison. On y reviendra tout à l'heure. Et dernier point que j'ai inscrit sur la slide, mais bien évidemment la date majeure importante de 1991, on voit à partir de cela, bien évidemment, le jeu politique et diplomatique de la Chine lors de 91 et des différents accords, mais également, progressivement, dès le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, une montée en puissance de l'aide au développement, de par la diplomatie publique chinoise, et progressivement la mise en place d'une hausse des investissements chinois au Cambodge, mais fondamentalement, je vais revenir après, marquée par cette aide au développement qui inscrit quoi ? Qui inscrit dans la relation dissymétrique, le petit, le grand, eh bien le grand frère, lui-même en développement, qui va venir en aide à son petit frère sinisé, confucéen, en l'occurrence cambodgien, pour des logiques de développement, ce qui permet de faire circuler, vous parliez de tubes tout à l'heure, à gros débit, les standards chinois, ou en tout cas de faire passer un certain nombre d'éléments qui viennent siniser, version Parti communiste chinois, les strates administratives et politiques du Cambodge. Ça, c'est pour planter le décor. Deuxième sujet dans cette relation asymétrique, ou ces relations asymétriques, on ne peut pas se passer d'un regard. Alors vous m'excuserez, normalement c'est assez lisible, j'ai emprunté, vous regarderez j'ai remis les sources des chiffres économiques et de la balance commerciale qui est bien évidemment très déséquilibrée. Ça n'est pas sans rappeler des souvenirs avec la balance commerciale franco-chinoise, européenne, Chine, etc. On retrouve à peu près les classiques de la symétrie des échanges, c'est-à-dire que en tant que pays du voisinage et pays en développement, même par le CNUSED, pays les moins avancés, au regard des difficultés, des vulnérabilités économiques, de développement, etc., le Cambodge, fournit à la Chine, eh bien, comme d'autres États en développement, comme d'autres pays en développement, un certain nombre de produits, matières premières, produits agricoles, on pense bien évidemment, vous avez sous les yeux des produits tropicaux, le riz, etc., qui est en partie largement exporté pour le marché chinois. Et en échange, la Chine exporte un certain nombre d'équipements, exporte quelques biens de consommation et quelques autres produits. Vous avez à peu près tout sous les yeux. Donc on est dans une situation assez classique, si je puis dire, de relations commerciales entre la Chine, se décrivant encore comme un grand pays, pour reprendre le vocable de la diplomatie chinoise, grand pays en développement, tout cela pour faciliter le narratif post-Bandung, post-1955, et on se souvient des liens particuliers entre Zhou Enlai pendant la conférence de Bandung, les non-alignés, avec la partie cambodgienne, et qui auront des ramifications par la suite, y compris pendant les heures d'atrocité Khmer Rouge, et encore après, jusqu'en 91, jusqu'à aujourd'hui, de développer liens politiques et d'arrimer la société ou le pays du Cambodge sur des questions d'export à partir de produits, de matières premières et de produits agricoles. Sans rentrer tout à fait dans les détails de cette balance commerciale, des équilibres et des imports-exports, on observe que, et peut-être que je ferai un parallèle sur la dégradation de ce que vous avez pu décrire précédemment sur l'environnement, médias, journalisme, information, on va vers une vulnérabilisation économique d'un certain nombre de secteurs accrue de manière croissante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surdépendance
du Cambodge à la Chine a moins besoin du Cambodge que le Cambodge n'a besoin de la Chine dans cette relation déséquilibrée, symétrique, pour ses débouchés commerciaux, pour ses débouchés, etc. Et en cela, on retrouve d'autres caractéristiques dans d'autres États en développement, de problématiques industrielles, c'est-à-dire qu'on est sur des logiques de baisse de niveau du tissu industriel, donc ça renvoie à les structures d'emploi, à la richesse, à la répartition du PIB, et de ce qu'on pourrait observer par ailleurs sur certaines zones du monde, notamment en Amérique latine, c'est la question de la primarisation, de la reprimarisation des économies. C'est-à-dire que la dépendance forte à la Chine induit si vous voulez, un caractère extrêmement primaire dans l'économie cambodgienne, même si on le sait par ailleurs, l'économie cambodgienne qui a beaucoup bougé depuis une génération, notamment avec différentes logiques de métropolisation, d'urbanisation que j'évoquerai tout à l'heure. Et pour finir sur ce premier axe, je le mets que maintenant, mais on aurait pu le mettre avant, c'est Hun Sen. J'ai pratiquement souhaité appeler cette sous-partie Hun Sen. C'est quelque chose qui est dans les lectures que l'on a sur le Cambodge assez récurrent. Le Cambodge serait tenu par une soixantaine de familles sino-khmères, et cet environnement-là, anthropologique et ethnologique, est largement articulé par Hun Sen et son entourage, si je puis dire. Alors j'ai mis quelques noms ici, non pas pour faire de la délation, mais c'est simplement pour dresser un paysage un peu biographique, j'allais dire entrepreneurial, en tout cas en logique de réseau, qui sont plus ou moins tous sous la protection de l'État et du parti autour de Hun Sen, ce qui va dans un double sens, de renforcer le système de protection autour de Hun Sen et du milieu des tycoons, si je puis dire, entrepreneuriaux, investissant dans l'immobilier, on parlait d'urbanisation à l'instant, quelques secteurs de la construction et des infrastructures très liés à des conglomérats chinois. Je montrerai un exemple tout à l'heure. Je pense bien évidemment à la zone économique spéciale de Sihanoukville, mais pas uniquement. Construction de barrages, construction d'un certain nombre de grandes infrastructures de transport liées à l'énergie. Donc double processus de protection renforcée par l'État, par Hun Sen, et de sinisation croissante à toutes les échelles, à tous les niveaux, à la fois dans le monde de l'entreprise qui lui-même s'est très sinisé avec des politiques très incitatrices chinoises qui se sont elles-mêmes accélérées au lendemain de la crise des subprimes 2008-9-10 pour en fait délocaliser des chaînes d'assemblage, des chaînes, si vous voulez, d'un certain nombre de logistiques et industrielles, parce que augmentation du coût de la main-d'œuvre en Chine et qu'on trouverait avec les réseaux de diaspora chinoise la base logistique utile en Asie du Sud-Est avec une main-d'œuvre beaucoup plus aisée. Et on tombe, et je le montrerai après, dans les questions de travail forcé, dans les questions de travail illégal, j'allais dire de déportation, enfin en tout cas de déplacement de population pour du travail forcé, etc., dans des conditions d'esclavage 21e siècle, malheureusement. Donc double processus, protection et sinisation croissante dans les entreprises depuis au moins une vingtaine d'années, qui s'est considérablement renforcée depuis la crise internationale d'il y a 15 ans. Deuxième axe de réflexion, c'est quelle est la nature fondamentalement de cette présence chinoise ou de ces présences chinoises. Elle est tous azimuts, très articulée à une opacité systématique, ou si je puis dire structurelle, et induisant la question de la corruption naturellement, et bien évidemment du système que j'ai rapidement décrit dans la précédente diapositive autour de Hun Sen. Alors, quand on regarde rapidement, alors j'aurais pu vous montrer plein d'autres cartes, mais deux infographies rapidement. Il faut resituer la position géographique du Cambodge en Asie du Sud-Est continentale, et quoi de mieux pour cela que de regarder comment Pékin observe la situation, notamment sur la carte que vous avez sur la partie gauche de la diapositive, avec l'articulation du fameux projet Belt and Road Initiative, autrement appelé, dans une traduction mauvaise, les nouvelles routes de la soie, depuis 10 ans, depuis 2013. Projet de Xi Jinping, projet d'infrastructure, projet stratégique, commercial, techno-commercial de Xi Jinping, de se projeter en Asie du Sud-Est, et ici au regard de questions sur l'environnemental et d'espaces boisés qui sont en péril, etc., etc. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que, et vous avez une deuxième carte avec quelques points importants
à la fois d'investissement et de construction de projets chinois par des prêts, ce qui est important. C'est la logique de prêt plus que d'investissement, même si les deux dimensions existent. C'est la Chine prend pied au Cambodge de manière accrue depuis 10 ans, sous couvert ou avec le vecteur des fameuses routes de la soie en matière infrastructurelle. C'est-à-dire qu'il y a là la volonté de donner plus de continuité encore à ce que j'évoquais au tout début de mon intervention sur cette diplomatie du bon voisinage, cette diplomatie régionale. C'est-à-dire que le Cambodge à terme et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est continentale à terme seront dans une logique de continuité géographique dans le dessein du parti, dans la logique du Parti communiste chinois. Donc ça passe par des grandes constructions, si vous voulez, d'infrastructures routiers, autoroutiers, ferroviaires, avec différents plans, différentes technologies, etc. On retrouve à chaque fois des consortiums chinois sans véritablement d'appel d'offres, d'où l'opacité que j'évoquais, pas de concurrence, pas de mise en concurrence avec d'éventuels acteurs régionaux ou extra-régionaux, ou de féroce concurrence éventuelle avec des acteurs traditionnels, si je puis dire, japonais, sud-coréens, voire américains ou occidentaux, sur ces portages infrastructurels-là, savoir du train, de l'autoroute, etc., voire du recyclage de déchets, etc., etc., etc. Donc on est sur post-avancé chinois à travers des grandes constructions d'aménagement où on retrouve une forme de ce qu'on pourrait appeler d'aménagement autoritaire, si je puis dire, c'est-à-dire de la contrainte forcée par un damier qui fera fi des questions locales, des questions régionales, au profit de la matrice impériale chinoise. Et si on regarde cette carte, j'aurais pu vous en montrer une autre, vient s'appuyer sur des démarches bien connues, j'imagine, dans cette salle Monori, de grands projets de développement de fameux corridors, et je pense que Sophie Boisseau-du-Rocher en parlera, du fameux Grand Mékong, c'est-à-dire l'aménagement, quid de l'aménagement du bassin versant du Mékong, qui vient baigner à peu près l'ensemble des pays que vous avez sur la cartographie là, et qui, ce fameux aménagement du Grand Mékong, depuis le début des années 90, faisait l'objet d'un certain nombre de réflexions, d'investissements de la Banque asiatique de développement sur du rail, sur de l'autoroute, voire des constructions de barrages. Il est évident qu'on a une forme d'effacement de cet acteur de la Banque mondiale, donc internationale, au profit de la surpénétration, si je puis dire, des intérêts chinois dans la zone. Ce qui se traduit très rapidement par quoi ? Eh bien, par ce triptyque équipement, infrastructure, immobilier, qui n'est autre que quoi ? Qui n'est autre que, dans les premiers temps de la crise des subprimes, donc on remonte à 10 ans, et le lancement des fameuses routes de la soie, à une sortie de capitaux, à une sortie de surplus industriel chinois qui n'arrivait plus à être absorbé dans les constructions en Chine, dans telle ou telle province, du centre, de l'ouest ou du littoral, mais qui avait besoin de sortir. Et donc on trouve là des cibles toutes privilégiées en accentuant des grands projets de construction et de développement chinois, avec des guillemets chinois, en Asie du Sud-Est, mais on retrouve le même processus dans une partie de l'Asie du Sud, dans une partie de l'Asie centrale et peut-être au-delà, à travers ce triptyque équipement, infrastructure, immobilier. Sur le mot équipement, je reviendrai tout à l'heure sur le plus en détail sur le sujet. Jusqu'à, donc, dans l'immobilier, dans des zones de zones franches, si je puis dire, le fameux exemple éloquent que le sénateur Gatolin rappelait de Sihanoukville, bien évidemment, qui, à côté de l'immobilier, viennent se greffer, là aussi, de façon systémique, et j'insiste bien, là aussi, de façon systémique, des questions de crimes organisés articulés à des mafias sud-est asiatiques, chinoises, de Chine populaire, le tout fonctionnant bien évidemment en réseau, là, de manière réticulaire, et ça donnant à différents trafics. En fait, à peu près tous les trafics. Du moment que c'est lucratif, du moment qu'on peut contourner les lois, du moment qu'on peut contourner des formes X ou Y de répression et d'opérations de police et de justice en Asie du Sud-Est, on peut donner à peu près dans tous les domaines. Alors quelques domaines quand même de prédilection, si je puis dire, de ces crimes organisés, des formes diverses de mafia. Je l'ai mis en premier, il n'y a pas d'ordre en fait. Le trafic d'espèces protégées, c'est un élément important auquel on ne pense pas, mais qui, la périphérie, vient nourrir le besoin en Chine.
Donc je passe sur les différents animaux, éventuellement des plantes, des bois, des boiseries, différents sujets, jusqu'à, alors c'est pas du biologique, c'est du géologique, jusqu'à à l'exploitation de mines, etc., de différents minerais, de pierres précieuses et semi-précieuses. Le facteur touristique, qui a été un énorme sujet sur les 20 dernières années, il y a eu un temps d'arrêt avec le Covid, mais ça va repartir, et c'est en train de repartir très très fort, d'évacuer un certain nombre d'activités peu recommandables en Chine, de les sortir et de les délocaliser, si je puis dire, le sénateur Gatolin le précisait, dans l'arrière-cour chinoise, à savoir laotienne, birmane, plus compliqué, mais qui existe, birmane, mais bien évidemment également du Cambodge, dans une moindre mesure au Vietnam d'ailleurs, et qui est articulé à différentes formes bien sûr, de prostitution, trafic d'êtres humains, consommation de stupéfiants. Juste un mot sur la consommation de stupéfiants. Bien évidemment, on aurait tendance à évoquer le triangle d'or, voilà. Mais la recomposition dans les trafics de stupéfiants dans ce sud-est asiatique par rapport à la consommation et par rapport au produit lui-même, donc de passer des opiacés morphiniques à des choses qui sont plus de l'ordre de la méthamphétamine, oui, des drogues de synthèse, des drogues de synthèse avec des laboratoires soit en jungle, à mi-montagne, soit dans des appartements conspiratifs des différentes métropoles et villes secondaires d'Asie du Sud-Est, dans lesquelles vous retrouvez des zones de passage obligées pour le trafic et écouler la consommation localement, sinon en direction du marché en Chine ou ailleurs en Asie. On retrouve une place privilégiée du Cambodge, notamment de Phnom Penh, mais pas uniquement. Alors je ne vais pas faire la liste, la Prévert qui est extrêmement longue, mais l'ensemble des activités est bien réelle, bien présente. Je m'interroge sur la nature, je vous le disais, sur la sortie des surcapacités industrielles corrélées au projet des routes de la soie et la construction d'infrastructures au Cambodge et ailleurs, bien sûr, en Asie du Sud-Est. Je m'interroge sur toutes ces grandes opérations immobilières qui vont croissant depuis, on va dire, 15 ans au Cambodge, qui ont fait exploser la métropole de Phnom Penh, fondamentalement en matière infrastructurelle, en matière d'usage du béton, avec des implications locales très très fortes sur des déguerpissements de population, des conflits locaux, etc. Je m'interroge sur des questions de blanchiment à différents niveaux de blanchiment qui sont eux-mêmes corrélés au trafic que vous avez susmentionné sur la diapositive, jusqu'à des affaires récentes, quand on a un ventre mou comme ça, de criminalité qui est très contemporaine, si je puis dire, adossée à de la technologie, avec plus ou moins du low cost, une cybercriminalité assez importante, qui est organisée depuis des bases logistiques relativement peu sophistiquées, mais qui existent quand même au Cambodge, et qui là rayonne et draine sur une large partie de l'Asie, Asie du Sud-Est, mais également avec la Chine populaire. Un mot sur, on ne peut pas s'en passer, sur quand on évoque les présences tous azimuts chinoises au Cambodge et l'articulation, le sujet militaire, et j'ai rassemblé sur une seule et même diapositive le sujet policier, militaire, et j'ai mis un mot sur le développement spatial, en tout cas le lancement spatial. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, ceci correspondant à plusieurs acteurs institutionnels chinois, mais fait partie du même processus de logique de signisation et de montée en puissance de ces acteurs-là, précisément, militaires, sécuritaires, voire scientifiques, technico-scientifiques, au Cambodge et comme d'autres pays riverains. Rappelons brièvement que les brigades de sécurité, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle, on en parle régulièrement maintenant avec la guerre en Ukraine, le FSO autour de Poutine. Bon là, ils sont 50 000 autour de Poutine, autour de Hun Sen, je crois. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, vraiment, c'est difficile de savoir, mais il y a plusieurs milliers d'hommes. Cette fameuse brigade 70 qui est une sorte de protection en fait autour de Hun Sen. Une partie est chinoise. En tout cas, cette auréole, si je puis dire, de sécurité est très articulée à des intérêts de l'APL, l'Armée populaire de libération chinoise, de gens plus ou moins recyclés, mais également à des organes du parti de Pékin. Intensification de la coopération militaire depuis 25 à 30 ans, à travers plusieurs vecteurs, formation, donc l'échange et l'offre de bourses, en tout cas d'échange d'officiers cambodgiens dans les académies militaires chinoises, et à peu près pour les 3 armes, ce qui va suivre avec des livraisons de matériel
et une coopération sur du matériel dans l'armée cambodgienne par du matériel chinois, ce qui est la photo cristallisant l'événement d'un exercice militaire conjoint sino-cambodgien. Je crois que c'est l'édition 2019, ça, enfin, peu importe, il a lieu tous les ans. Le China-Cambodia Golden Dragon Exercise, hein, c'est un exercice commun aéroterrestre, mais avec de plus en plus une composante maritime, navale dans les dernières éditions. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas laisser de côté tout le volet, le spectre renseignement, et je vais venir, ce sera ma troisième et dernière partie, dans l'échange et la porosité, si je puis dire, d'un donnant-donnant, et comme on est dans une relation dissymétrique, asymétrique, on peut largement faire l'hypothèse que dans ce domaine-là, la Chine a à peu près, comment dirais-je, les mains libres pour organiser un certain nombre d'opérations et d'échanges précisément au Cambodge et depuis le Cambodge, avec une vision sud-est asiatique. Coopération policière, là aussi, très articulée à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les logiques du front uni et de lutte contre les 5 poisons, c'est-à-dire de lutte contre les 5 poisons en dehors du territoire chinois. Et en cela, ça pose des questions de souveraineté, ça pose des questions d'indépendance des organes de police, de justice et même institutionnels du Cambodge. 5 poisons, c'est lutte contre les Tibétains, les droits de l'homme, Taïwan, les pro-démocratie, Ouïghours, et je crois que j'ai les 5. Voilà. 5 poisons. C'est-à-dire qu'à partir de cela, dans les priorités politiques et stratégiques de la Chine populaire, il y a ces fameux 5 poisons et de lutter en dehors de ses frontières contre ces fameux 5 poisons. Donc de conduire des opérations clandestines. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'un Vietnamien se soit fait arrêter. On est typiquement sur comment on appelle ça, un parallélisme avec des opérations connues chinoises dans son environnement régional pour sortir des Ouïghours de Thaïlande, sortir un libraire de Hong Kong, etc., etc., etc. La liste est extrêmement longue. Je rajouterais, y compris en France, puisqu'en février 2017, il y a eu l'enlèvement d'une personne chinoise dissidente, longtemps niée par la diplomatie, mais dont on trouve des traces dans des documents officiels relayés par la presse et qui m'a été confirmée. C'est-à-dire que cette logique-là, elle est peut-être moins intense chez nous, mais on se demande parfois s'il n'y a pas une préfiguration d'extra à travers des stations de police illégales ou des centres de recrutement, quelque chose d'assez similaire qui commence à arriver chez nous. Oui, allez-y. Il ne parle pas que la Chine a installé la base, s'occupé de la base à Rim. C'est ma troisième partie. Ah, pardon. Je laissais la cerise sur le gâteau pour la fin. Voilà, c'était être pas content. Ouais, ça, on va y venir. Et un dernier point sur cette diapositive. Donc j'ai rappelé l'accord cadre pour là aussi dans le programme spatial chinois qui est assez souvent peut-être sous-estimé, cette capacité indirecte à avoir des relais. On dirait de télédétection ou télécommunication. Bon, en fait, si vous voulez, des capacités de renseignement, soyons clairs, en proposant le lancement d'un certain nombre d'appareils, de satellites, de pays tiers, ce qui est le cas du Cambodge, mais on retrouve le cas également dans d'autres exemples asiatiques, latino-américains, africains, moyen-orientaux, etc. Dernier point sur ce sujet-là, sur la dimension militaire, technique, etc., c'est l'aspect équipement. L'aspect équipement que j'évoquais tout à l'heure, vous avez, rappelez-vous, immobilier, infrastructure, équipement. Qu'est-ce que je veux dire derrière les logiques équipement ? L'équipement, ce n'est pas uniquement avoir des projets de construction d'une route et tout ce qui va bien autour de ces infrastructures-là, entre Sihanoukville et je ne sais pas quelle autre ville, peu importe au Cambodge. Non, c'est la logique aujourd'hui dans cette volonté sécuritaire d'obsession du contrôle du parti, et en particulier en priorité dans son environnement proche, à savoir ici au Cambodge, mais c'est vrai au Laos aussi, de développer et de déployer des technologies de détection, d'interception, d'identification chinoises sur des pays tiers, dans des points d'entrée du territoire, là en l'occurrence cambodgien. Port, aéroport. Voilà, port, aéroport, poste frontière éventuellement, etc., qui permettront à terme, c'est un des sujets, un des paramètres du dessin chinois, d'avoir de la captation de données pour enrichir des algorithmes
Alors j'ai mis l'exemple volontairement, c'est presque une provocation, de l'entreprise SenseTime, qui initialement était hongkongaise et qui est en fait une société de développement de reconnaissance d'iris et de reconnaissance faciale, et maintenant Palmer, de démultiplier la captation de données pour enrichir des algorithmes avec des populations qui anthropologiquement ne sont pas chinois, si je puis dire, plus la logique de l'algorithme, mais d'avoir des données, des datas de territoires et de situations géographiques, économiques, sociales, etc., en dehors du territoire chinois. Donc ça renvoie le vaste débat sur autoritarisme, totalitarisme, technologie, captation, vie privée et usage de ces données. Je renvoie ici au débat sur l'application, la plateforme TikTok. Je renvoie au débat sur les technologies mobiles des grandes entreprises chinoises, étatiques ou para-étatiques, ZTE, Huawei, Oppo, etc., etc. On pourrait avoir une collection, mais en tout cas qui montre bien, ZTE, voilà, on voit bien depuis 10 ans les efforts en matière de recherche et développement soutenus par le régime sur ces entreprises-là et leur capacité de prise de marché et d'expansion à l'international, clairement dans une rivalité avec leurs homologues occidentaux quand il y a, ou d'autres parties du monde, mais qui là sont à dessein d'enrichir les algorithmes et d'usage des données. Ce qui nous amène à la troisième et dernière partie, très rapidement, je finis tranquillement, enjeux stratégiques, alors c'est un petit peu des gros mots si je puis dire, en Asie du Sud-Est. Fondamentalement, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas exagéré de dire que le Cambodge constitue un levier politique, un levier géographique, du fait de sa position en Asie du Sud-Est, pour la sinisation de l'Asie. Mais sinisation de l'Asie, c'est l'Asie du Sud-Est, sinisation / organe de Pékin. Quelques éléments, alors je rappelle souvent cette petite carte qui le montre, et vous l'aviez évoqué, monsieur, sur les points d'ancrage portuaires de façade maritime chinoise. Ce qu'il faut retenir de cette slide un petit peu compliquée, c'est la logique d'utilisation de facilités portuaires duales. À la fois, je développe des activités policières, militaires, etc., d'interception, des capacités de débarquement, des capacités d'arraisonner, des capacités, etc., mais aussi ces infrastructures-là portuaires, ce développement de façades portuaires, de points relais, tactiques, logistiques, peuvent aussi servir à une marine marchande, peuvent aussi servir à différentes opérations qui sont civiles, etc., etc., etc. On voit bien là qu'il y a cette volonté de sortir de la Chine de son environnement proche, de trouver des points relais, des points tactiques, d'où, et je passe très rapidement au sujet, l'exemple qui est le plus éloquent depuis quelques mois ou quelques années, la fameuse base de RIM, la fameuse base navale de RIM. J'ai mis trois images satellites, qui ne sont pas des images aériennes satellites. Vous retrouvez la source dans Naval Technology, qui est une plateforme d'analyse très en source ouverte anglo-américaine, enfin américaine, qui montre l'évolution des travaux, si je puis dire, enfin en tout cas la progression de la construction des différentes infrastructures et ce point d'appui, ce point d'ancrage chinois, avec depuis 2019, un plan à 30 ans renouvelable dans la concession de cet ensemble-là, et une accélération de l'aménagement sur l'année dernière, sur l'année écoulée. Alors, quelques éléments de précision sur l'accélération de l'aménagement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, comme les images en attestent, on a une extension de la zone construite, mais aussi dans les équipements radar, détection, interception, et la possibilité aujourd'hui d'avoir plusieurs quais pour faire évoluer différents navires, bien évidemment la dimension maritime, navale du Cambodge, mais aussi bien sûr chinoise, et ça pose clairement un sujet, si là on dézoome et on change d'échelle, sur la logique plus générale, et là en cela le Cambodge, me semble-t-il, est un levier, l'ensemble stratégique de mer de Chine méridionale, l'ensemble maritime de l'Asie du Sud-Est, du point de vue chinois, de transformer cet espace géographique en un véritable laboratoire tactique, stratégique, pour évacuer et sortir les forces hostiles, à savoir américaines et les autres marines hostiles, perçues comme étant hostiles à la Chine, pour y développer à la fois sa capacité de contrôle de la circulation civile et militaire, marchand
ou militaire, mais aussi la dissuasion nucléaire à la mer permanente depuis la mer. Non pas tant des îlots qui ont été artificialisés depuis une dizaine d'années ou même plus, mais fondamentalement de transformer l'île de Hainan, qui est la grande île province au nord du bassin maritime, vous voyez un petit sous-marin, en une capacité de faire évoluer des sous-marins lanceurs d'engins, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, pour élargir ou étendre la dimension des missiles lancés depuis ces fameux SNLE chinois, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois. Étant donc le rayon d'action, vidanger des forces hostiles, si je puis dire, l'ensemble de la région. Et en cela, j'ai ce besoin de construire à la fois des relais tactiques et logistiques, donc matériels, très concrètement matériels, mais aussi d'avoir le soutien politique plus large d'un État. Ça nous renvoie à ça, et j'en finirai pratiquement avec ça, oui, je crois que j'ai une petite slide de conclusion, à l'élargissement de la réflexion aux organisations internationales, on pourrait prioritairement dire régionales. Quid de l'ASEAN et de ses relations avec la Chine à tous les niveaux. Et j'ai mis ici un listing, pas exhaustif, mais quelques idées, où à chaque niveau d'organisation régionale, vous avez le poids, bien évidemment, de la Chine, qui vient s'articuler dans une logique plus ou moins singulière, là en l'occurrence avec le Cambodge, mais avec l'ensemble des périvrains, en fonction de la volonté de faire passer le message politique ou du dessein tactique et stratégique chinois. Donc on retrouvait les logiques à l'OMC, Cambodge étant membre de l'OMC depuis 2004, le fameux RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, qui initialement n'est pas une idée chinoise, mais plutôt une idée sud-est asiatique, qui va être reprise, intensifiée, et sur lequel on va avoir le poids très conséquent de la Chine aujourd'hui pour être constituée l'année dernière ou il y a 2 ans, 2 ans, septembre 2021 ou quelque chose comme ça, étant décrit comme étant la plus vaste ère de commerce, de libre-échange, etc., du monde, ce qui est compliqué dans les détails, mais en tout cas, cette logique-là et cette structure existent. J'ai ajouté ici la banque lancée par la Chine avec une centaine de membres de cette fameuse, qui vient concurrencer la Banque mondiale et ses ramifications régionales, ou ses applications régionales, AIIB, donc la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. On revient ici sur le mot infrastructure. La logique au niveau stratégico-militaire avec la réunion des ministres de la Défense de la région, ADMM++, et on y pense spécialement aujourd'hui puisqu'il y a la grande réunion annuelle de 2 ou 3 jours à Singapour du Shangri-La Dialogue, grande réunion stratégico-militaire sur l'Asie-Pacifique et plus largement les affaires stratégiques dans le monde, et puis des organisations régionales très spécifiques sur des questions de lutte contre la piraterie ou de criminalité banditisme avec le RECAP, l'IFC, l'EFC qui est basé à Singapour, avec des bureaux et des antennes régionales, etc. Région du Mekong que j'ai évoqué, mais aussi des ensembles fonctionnels ou techniques comme la Commission internationale du riz. Rappelons l'importance de ces relations-là, qui est adossée à la FAO. Et je ne vous fais pas un dessin, je vous rappelle actuellement le patron de la FAO, qui est un ancien ministre de l'Agriculture chinois ou vice-ministre de l'Agriculture chinois. J'ai mangé son nom, mais il va me revenir, qui est des républiques populaires de Chine. Globalement, pour finir, très concrètement, institutions onusiennes et non onusiennes créées par Pékin ou d'autres, où Pékin a du poids, c'est-à-dire de prendre du poids dans ces dessins stratégiques adaptés aux contextes régionaux locaux, ici en l'occurrence sud-est asiatique, dans les instances onusiennes, dynamiser des instances qui ne sont pas onusiennes ou un peu délaissées, ou créer des organisations internationales où la Chine jouera de tout son poids. Et vous avez quelques exemples au tableau. Très concrètement, pourquoi ? Pour concurrencer ou déguerpir, ou en tout cas les acteurs régionaux classiques, ou en tout cas traditionnels, japonais, qui ne sont pas complètement hors jeu, c'est important d'en parler. Corée du Sud, bien évidemment, c'est régional, extra-régional, américain. Et comme je suis assez long et bavard, j'en finis par une petite conclusion en trois temps très rapidement. Donc, pour résumer, je crois que le premier sujet, c'est l'accélération et l'intensification de ces formes de sinisation. Très clairement, l'agenda Xi Jinping depuis 10 ans n'y est pas pour rien. Vous avez bien compris, dans la temporalité, on a bien cet effet Xi Jinping, si je puis dire, au sein de l'effet Chine au Cambodge. Deuxième sujet, c'est la montée sans précédent en puissance des aspects sécuritaires, militaires et d'équipement, enfin technico-équipement, d'où la pointe de diamant de la fameuse base en cours de construction et d'épanouissement, si je puis dire, mais aussi à côté, adosser toutes les autres entreprises chinoises d'équipement
qui vont quadriller progressivement le territoire cambodgien, comme ils le font au Laos ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est ou ailleurs dans le monde. Je pense au Pakistan par exemple, ou on pourrait évoquer le Sri Lanka ou quelques pays africains. Ce qui nous amène à une question, quid de la symétrie, de la dépendance du Cambodge dans cette relation-là, intensifiée sur les 10 ou 15 dernières années. Voilà. Merci beaucoup. Je serais ravi de répondre à vos questions.